vedette de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All is beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est vrai, il sait quoi il parle. Oh bah, Allez hop là, bim, prends ça. Bonjour. Bravo Oui, l'agisme. oui, je suis fatigué. Mais non, c'est pas. Je suis Faut arrêter de parler de l'agisme. Il le dit Oh, il la le dit team toutes premier les degré, semaines. on va redescendre, oui. Oh, ça Il va le dit là. il le dit toutes les semaines, c'est qu'il le pense et qu'il C'est sait parce que que c'est je me vrai. sens, j'adore, mais 50 is the new 70, moi je suis ravi, moi j'ai hâte d'avoir 70 ans, mais je les ai déjà. 50 is the new quoi 70, 70. D'accord. It's not the new English en revanche, hein. Vous pouvez foutre de moi avec The Plague. Hein. Non mais c'est parce que j'ai juste pas compris ta phrase. D'accord, donc on va se tirer à balles réelles comme ça tout le long de l'épisode. Tout Ça le va long être de l'épisode, super. Comme dans le film du jour, Eh à ben, balles bienvenue. réelles. Ah bah Eh ben, là, bienvenue. allez, si je vous fais. Ah non, c'était bien au début. Alors la dernière fois que tu m'as fait ça, c'était dans de drôles de circonstances. Mon nez n'était pas au même endroit. Ghost in the Shell de Mamoru Oshii Je suis pas sûr de garder la vanne, les gens n'auront peut-être que le rire, on verra. Tu vas voir ce que je fais au montage. ressort en salle en version restaurée 4K le 10 juin. Et on va commencer comme toujours par rappeler qui est exactement Mamoru Oshii. C'est le nom qui figure sur le livre que tu as à côté de ton micro, Arthur. Oui, parce que moi, Mamoru Oshii, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Et en fait, Ghost in the Shell, c'est un de mes films de chevet. C'est un film que j'aime énormément. Mais il faut savoir que Mamoru Oshii, c'est un cinéaste qui est complexe et qui est difficile à aborder parce qu'en fait, il est à la fois un réal d'animation populaire, un auteur expérimental, quelqu'un qui va faire de la SF, des prises de vue réelles, qui va être aussi un théoricien presque obsessionnel de l'image et quelqu'un qui va jamais rentrer dans le rang et qui a une œuvre qui dépasse largement Ghost in the Shell et qui est très difficile à aborder. C'est quelqu'un qui naît en 51 à Tokyo et c'est pas anodin 51 parce que c'est à dire qu'il naît juste après la guerre. Il naît avec et ça aussi c'est important, un papa qui est détective privé. Je le dis, c'est pas pour l'anecdote, c'est juste ça raconte quelque chose parce que du coup il va grandir avec cette ambiance d'enquête avec autour de policiers désabusés parce que beaucoup de détectives privés sont des anciens policiers, mais en même temps il se passe jamais grand chose dans les enquêtes de détectives privés. Le principe c'est qu'on attend, on regarde, on écoute, c'est pas comme étant un flic qui va intervenir. Dans sa jeunesse, il va devenir aussi un grand cinéphile, il va regarder des films de monstres, de yakuza, de SF, mais il va être aussi marqué par le cinéma politique et notamment les mouvements contestataires de l'extrême gauche japonaise. Ça, je le savais pas, je l'ai appris dans le livre, effectivement, de la fin des années 60. Et donc, il va très vite avoir une espèce de double mouvement où il va vouloir aller creuser le cinéma de genre, les armes, les robots, et en même temps, toujours avoir une espèce de pensée politique, presque philosophique ou théorique, et qui va se mélanger un peu comme ça dans toute son œuvre. Donc, il va commencer. Il va entrer dans l'animation un peu par hasard en 77. Il va bosser dans des séries diverses et variées. Certaines vont plus ou moins marcher. Ce qui vont lui permettre de pouvoir faire son premier long à lui seul, L'œuf de l'ange, qui sort en 85 et qui est un film vraiment radical, que j'ai découvert moi quand Eurozoom l'a ressorti il y a quelques mois, mais qui est un film presque silencieux, mutique, minimaliste, à l'imagerie post-apo, imbibé de religieux, qui est très difficile d'accès, et le film va pas très bien marcher. Et à partir de là, les studios vont lui dire, attendez, donc là on a un gars qui sait très bien faire quand on lui demande de faire, mais qui en même temps à chaque fois veut modifier la recette et qui rend les œuvres inaccessibles pour le public, ça va être compliqué, et donc il va galérer. Il va galérer quelque temps. Il y a une œuvre dans les années 90 qui va lui permettre d'avoir une aura et qui lui permettra surtout de pouvoir faire Ghost in the Shell, c'est Pat Labor. Pat Labor, il va faire le 1 et puis surtout le 2, c'est le 2 qui est le plus reconnu, le 2 qui est déjà une SF policière dans un état corrompu, etc. Et il faut peut-être dire, Arthur, désolé de t'interrompre, parce que c'est aussi le moment de bascule de l'animation japonaise. C'est-à-dire que c'est le moment où on va passer de la production massive de séries plutôt destinées à un jeune public, avec très peu de moyens, avec très peu de photogrammes, et vraiment à la production à la chaîne, à
un upgrade vers des films qui s'adressent à un public un peu moins jeune et surtout avec une qualité de fabrication qui va devenir, et avec l'apparition de l'ordinateur, beaucoup bien meilleure à celle qu'avaient pu être les dessins animés, notamment les dessins animés de mon enfance des années 70 et 80. Alors, on en parlera plus précisément pour Ghost in the Shell parce qu'il y a tout un mythe autour de l'utilisation des effets numériques sur le film, mais visiblement, de ce que j'ai lu, c'est un peu un mythe, c'est pas tant chargé que ça. Par contre, là où c'est intéressant, effectivement, c'est que c'est le moment où les studios d'animation, en l'occurrence, ça c'est Bandai pour Ghost in the Shell, se rendent compte qu'il y a un public qui est prêt à aller en salle et c'est pas juste pour devant la télévision. Et du coup, ça nécessite de toucher un autre public, sachant qu'en plus, quelques années auparavant, on a un film qui s'appelle Akira, oui, bien sûr, qui a eu une reconnaissance internationale. Et ce qui va pouvoir permettre à ce qu'on puisse proposer des films un peu radicaux comme les Ghost in the Shell, parce que Ghost in the Shell, faut le rappeler, au départ c'est un manga publié à partir de 89. Vous savez, les mangas, le principe, c'est pas juste les bouquins qu'on achète, c'est manga de Masamune Shirow. Exactement, c'est 3 planches dans un magazine et puis la semaine d'après t'as 3 planches supplémentaires, etc. Et Ghost in the Shell, comme Jump. Exactement, merci. Et c'est pas évident à adapter au départ Ghost in the Shell parce que c'est une œuvre qui est extrêmement dense, qui est extrêmement riche, qui est un peu réac sur les bords, quand on lit le manga. Vous verrez qu'il y a un truc un peu techno-fétichiste bizarre qui aime bien l'ordre, les robots. Il y a un truc en particulier, c'est qu'il y a des notes de bas de page, j'ai regardé dans le manga, pour expliquer les propres concepts et les propres délires technologiques du mangaka. Mais et si tu regardes aussi le manga, ce qui est un peu gênant, c'est que, alors ça l'est encore dans le film, mais dans le manga c'est beaucoup plus, c'est vraiment sursexualisant, voire même érotique par moment. Oh, tu me fais suer. Oui. Voire érotique par moment. Et donc, quand Bandai va dire, écoute, mon coco, tu viens de faire pète les bords 2, ça marche bien. On a une œuvre, c'est un peu dans le même thème. Vas-y. Il va s'y confronter. Il le connaissait le manga, mais lui-même, il va le dire en entretien. Il explique, c'était beaucoup trop dense, c'était beaucoup trop riche. Il va devoir puiser à l'intérieur un thème central. Sacrifier tout le reste, et ce qu'il va faire, et c'est là où c'est un geste qui est très fort et je m'arrêterai là-dessus, mais en gros c'est qu'il va faire un film de SF cyberpunk, pas vraiment cyberpunk, philosophico-théorique, et qui va quand même fonctionner et qui va lui permettre de pouvoir accéder à d'autres choses. Pour vous donner juste un tout petit indice, parce qu'après il va faire plein de trucs différents aussi. En 2004, il fait une suite, qui n'est pas vraiment une suite par ailleurs, qui est une espèce d'épisode à part, qui est Ghost in the Shell et Innocence. Ça a une telle renommée et une telle reconnaissance qu'en 2004, il est en compétition officielle à Cannes, Innocence. C'est à ce niveau-là de reconnaissance Ghost in the Shell. À partir de là, Oshii va faire des trucs très différents, très radicaux, vraiment complexes à aborder. Ghost in the Shell, c'est son œuvre la plus personnelle, c'est celle qui définit le plus ses thématiques, ses manières d'aborder ces thématiques-là, et ça en fait une œuvre fondamentale, mais qui ne peut pas définir son auteur. Peut-être un mot avant de parler du film, après on parlait Simon, Arthur l'a dit, Mamoru Oshii c'est un grand cinéphile, c'est notamment un grand cinéphile européen puisqu'il le dit autant ou moins qu'un animateur japonais. Il dit qu'il a appris son métier en regardant Tarkovsky, Bergman. Est-ce que ça se sent dans Ghost in the Shell? Est-ce qu'on est dans un film d'animation ou dans un film d'auteur européen qui s'est trompé de support? Alors, oui, ça se sent absolument, ça se sent à plusieurs niveaux. Ça se sent pas que chez lui, ça se sent dans le cyberpunk en général. Parce que typiquement, le cyberpunk, c'est quoi? C'est, je vais aller très vite, mais en gros, un pan de la science-fiction qui décrit presque systématiquement des sociétés hyper capitalistes, souvent très proches du fascisme, d'où le rapport à l'ordre, et qui est entre fascination et répulsion vis-à-vis de ça. Mais quand même en général plutôt pour le dénoncer, contrairement aux jeux cyberpunk, et où donc oui, il y a un travail sur l'érotisation, sur la marchandisation, sur la réification en fait du monde, et ça n'est possible que si tu as un point de vue un peu européen sur ces sujets-là. Sinon, tu le fais en étant complètement fasciné, sinon tu fais cyberpunk. Ce que je veux... Et ensuite, là où effectivement on retrouve quelque chose de très européen chez Oshii, c'est non seulement dans le contemplatif, mais moi je serais plutôt tenté de dire dans la nuance. Moi, c'est le deuxième DVD que j'ai acheté dans ma vie, Ghost in the Shell, et je n'avais pas vu le film en salle, donc je l'avais totalement fantasmé. J'avais déjà vu Akira, et donc je m'attendais en fait moi à tomber sur une espèce de science-fiction comme ça, ultra spectaculaire, très démonstrative, un truc qui allait m'imprimer la rétine instantanément. Or, Ghost in the Shell, pas du tout. C'est un monde, certes un univers de science-fiction, mais où la science-fiction arrive presque de manière pointilliste, avec finalement assez peu d'exposition. C'est pas un monde où on n'est pas dans Blade Runner, où on a les humains, les Nexus. C'est dans un monde transhumaniste. Donc il n'y a quasiment pas d'humains à proprement parler, ou d'humains purs. Il y a des nuances d'artificialité. Et d'augmentation. Et oui, ce qui est la base vraiment de cyberpunk. Oui, c'est le point de départ. Absolument, mais il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui l'ont traité, me semble-t-il, avec autant de nuances. Et
qui ont à ce point-là, je trouve, travaillé finement. Et ça, il y a un truc, oui, un peu tarkovskien ou européen. Justement, quelle distance faire entre attraction et répulsion? Par exemple, pour moi, il y a 2 séquences qui se répondent de manière très intéressante dans le film. Le film s'ouvre sur, entre guillemets, la fabrication de la protagoniste, de notre androïde, qui est à la fois... Le shelling sequence, c'est vraiment d'un seul coup, elle est assemblée devant nos yeux. Elle est assemblée, tout à fait. Mais elle est assemblée pour devenir un espèce d'objet érotique absolument sidérant. Moi, je devais avoir 13 ans, mais... Ah, c'est le moment où j'essaie de chanter. Voilà. Et donc là, on a une fascination pour la technologie, pour la technique, pour ce qu'elle pourrait véhiculer de fantasmes directs et indirects. Et puis, un petit peu plus loin dans le film, il y a une autre séquence qui est devenue une séquence culte, qui est celle qu'on pourrait appeler du combat à la Predator, invisible, sur une étendue aqueuse, où il y a un type qui se fait déboîter sa mère. Et là, alors qu'on est dans une scène d'action, une scène de combat, que remporte l'héroïne, ça pourrait être une scène excitante, stimulante, spectaculaire. C'est très inquiétant comme séquence. On voit un type qui pourtant n'est pas un type positif, c'est un salopard de terroriste. C'est pas quelqu'un pour qui on a beaucoup d'empathie. Et le voir se faire littéralement démantibuler par cet artefact technologique qu'on a découvert un peu plus tôt comme étant une espèce de fantasme masculin, là tout d'un coup n'est plus du tout fantasmatique. Et le film va en permanence comme ça, jongler vers des choses désirées, désirables ou fantasmées, à des trucs extrêmement inquiétants, toujours par petits pas, par petites nuances, et ça en fait un film qui n'est pas un grand film spectaculaire, enfin qui ne se veut pas comme tel, qui est un film toujours en petits coups, qui t'attrape toujours. Moi je me souviens, quand je l'ai vu, j'ai été très déçu, sauf que pendant une semaine j'ai pas pu m'arrêter d'y penser, et il a fallu que je le remate et que je le remate et que je le remate et que je le remate. C'est vraiment un film incroyablement subtil et intelligent dans sa manière de nous apporter des réflexions classiques de la science-fiction et du cyberpunk, mais d'une manière très très fine. Ici, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais t'interroger, parce que on l'a dit, Akira c'est 88, Ghost in the Shell c'est 7 ans plus tard, et il y a quelque chose d'indiscutable, même s'il y a une mise en scène tout à fait intéressante dans Akira, chez Mamoru Oshii. Ghost in the Shell, pour moi le premier animé qui fait presque passer sa mise en scène avant son scénario. Il y a en tout cas quelque chose et un rapport à la mise en scène dans ce dessin, mais que j'avais jamais vu. Oui, bien sûr. En animation. En vrai, je pense que tu peux enlever le presque. C'est la mise en scène effectivement qui prime sur le scénario. Non pas que le scénario soit inintéressant, bien au contraire. Mais il y a l'idée que c'est avant tout par le mouvement et par l'esthétique très particulière du film que son univers va se déployer, que sa mythologie va se déployer. Puisqu'on parle justement de mythologie, il y a un truc qu'on a finalement pas beaucoup fait depuis le début de cette émission, c'est qu'on n'a pas vraiment pitché le film, et je vais pas le faire parce que c'est impitchable. Non mais c'est un merdier pas possible, et je commence par là quand même parce que j'ai beaucoup d'affection moi pour Ghost in the Shell. C'est un film que je trouve absolument passionnant, très beau et très important dans l'histoire du cinéma. J'ai dû le voir, je pense, 3 ou 4 fois, et je l'ai revu pour préparer cette émission. Je ne comprends toujours pas de quoi le film parle. Ah ouais ? Je comprends ses thématiques, je comprends le regard qu'il pose sur le monde, et je comprends la prophétie qu'il fait de notre futur. Et je dis bien notre futur, parce que l'histoire du film, attention, coup de vieux, se passe en 2028. Ouais. Donc c'est dans 2 ans. Mais fondamentalement, il y a énormément d'éléments narratifs, de lignes dramaturgiques qui m'échappent. C'est-à-dire que mon cerveau lâche la bride. Et il y a une raison à ça, c'est que, tu l'as dit Arthur, le manga d'origine est extrêmement dense et très riche en informations. Le film fait 1h20. Donc il faut tout condenser. Et évidemment que Mamoru Oshii, il a beaucoup retranché. En fait, il n'a pas retranché tant que ça, vu la densité de son film. Et c'est quelque chose que je veux dire aux gens qui nous écoutent, qui ne l'ont pas encore vu, qui vont le découvrir peut-être après cet épisode. Accrochez-vous. C'est comme le disait Simon, c'est pas Blade Runner dramaturgiquement parlant. Esthétiquement, il y a plein de parallèles, et thématiquement aussi, mais dramaturgiquement, c'est pas Blade Runner. Il y a un méchant, un gentil, le gentil va traquer le méchant. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus diffus que ça. Il y a des ruptures de point de vue qui sont pas absurdes, mais qui sont très surprenantes, très iconoclastes. Et puis il y a surtout toutes ces questions autour de l'identité. De la notion même d'identité autour du personnage du Major, qui font que il y a un moment où le film, ouvre clairement la voie vers du Tarkovsky, vers du Kubrick, période 2001 l'Odyssée de l'espace, vraiment un cinéma métaphysique, ouvertement métaphysique. Et ça, c'est assez passionnant. Mais justement, pour parler un petit peu de la comparaison avec Blade Runner, parce qu'elle est inévitable, il y a majoritairement 2 façons de représenter le futur au cinéma. Dès lors que tu considères que le futur est technologique, parce que si tu considères que le futur, c'est le post-apo à la Mad Max, c'est encore autre chose. Si tu considères que le futur s'écrit
avec les progrès technologiques. Soit tu montres un univers futuriste où la technologie a, entre guillemets, résolu les problèmes du monde et en tout cas a apporté au monde une plus grande limpidité, une plus grande clarté. C'est le cas de Retour vers le futur 2, par exemple, qui nous montre un futur où la technologie a rendu la vie plus simple, au point même où les personnages futuristes dans Retour vers le futur 2 sont tous un peu cons, parce qu'ils vivent dans un monde d'hyper-assistanat. Ils ont même plus besoin de savoir comment faire cuire une pizza. Ils mettent une petite pizza microscopique dans un four, ils appuient sur un bouton, 3 secondes après, ils ont une énorme pizza pour toute la famille. Donc c'est que des trucs comme ça. Soit tu fais du futur à la Blade Runner. C'est-à-dire que tu dis, en fait, il va y avoir un progrès technologique. Ce progrès technologique, l'humanité va l'embrasser complètement en se disant que ça va résoudre ces difficultés de compréhension de notre monde et de l'univers qui nous entoure, alors qu'en fait, c'est précisément l'inverse. Le progrès technologique va rendre le monde plus cryptique, plus trouble, plus complexe. Et Ghost in the Shell creuse avec une grande radicalité cette thématique-là, parce que c'est un monde qu'il est très difficile de décrypter, en fait. Qui est le patron de qui ? Comment cette société... Mais qui gère cette société, par exemple ? C'est une question qui est vachement intéressante. Il y a des nouvelles nations, c'est expliqué au début. Et oui, mais c'est quoi les nouvelles nations, tu vois ? C'est quoi leur système gouvernemental ? C'est quoi leur autorité ? C'est quoi les différentes strates de la police ? T'as la section 9, t'as la section 6. Ok, c'est quoi l'autorité de la section 9 par rapport à la section 6 ? Elles ont des quartiers différents ? Elles ont des juridictions différentes ? En fait, tu sauras jamais rien de tout ça. Tu n'arrives plus à faire la différence, comme le disait Simon, entre ce qui est humain et ce qui l'est pas, puisque comme tout le monde est augmenté, au moins un petit peu, il y a toujours un peu d'artificialité dans la machine. Et au milieu de ça, t'as le personnage du Major qui, elle, représente l'inverse, c'est-à-dire l'humanité qui éclot là où elle devrait pas éclore, c'est-à-dire dans la machine. Donc en fait, c'est une espèce machine pure. Dans la machine pure. Dans la machine pure. Donc c'est une espèce de maelstrom bordélique total. Et moi, c'est un film que je trouve, pour cette raison-là, un peu difficile d'accès à premier abord. C'est vrai. Parce que c'est un film qui questionne beaucoup. C'est pas rien si ce film-là, ne serait-ce que pour la façon dont les noms s'affichent dans le générique, a beaucoup influencé Matrix, mais parce que c'était la prétention des Wachowski aussi. On y vient. On va y venir. Mais donc commence pas à me griller mes questions. Et puis, moi, je trouve que le film fait un choix qui est très radical, qui est très beau, qui est sans doute une des raisons pour lesquelles moi il m'est resté en tête, c'est qu'il fait le choix de ne pas répondre à tout, parce qu'il te dit, mais en fait, dans ce monde qui devient indéchiffrable, eh bien, il y a des questions qui vont rester en suspens parce que nous ne sommes pas en mesure, nous n'avons pas les capacités cognitives, mentales, intellectuelles déchiffrer ça. C'est-à-dire, tu vois, on le dit, Ghost in the Shell, le fantôme dans le coquillage, la conscience, comme ça, éclot dans cette machine. Mais est-ce que c'est bien de la conscience ? Est-ce que c'est un... C'est pas de la conscience, c'est de l'empathie ou c'est de l'humanité. Oui, voilà. Non, mais est-ce que c'est une machine ? C'est une machine consciente. Enfin, je veux dire, c'est une gynoïde qui interagit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de questions qui ne sont pas finalement pas tout à fait tranchées. Tu vois, on parlait de Blade Runner justement. Dans Blade Runner, tu as cette scène finale avec Rutger Hauer où il fait montre de son humanité parce qu'à un moment, il éprouve littéralement de la poésie, de la mélancolie, des sentiments purement humains qui sont pas duplicables parce qu'ils n'ont pas de finalité, ils n'ont pas de sens. C'est beaucoup plus ambigu dans Ghost in the Shell. Je veux dire, oui, mais en gros, est-ce qu'elle déconne, est-ce qu'elle bug ou est-ce qu'elle naît une conscience ? Tu peux le lire de plein de manières. Est-ce que Baku, avec ses yeux artificiels, c'est encore un humain ou pas ? On ne tranchera pas, on ne te le dira pas en fait, parce que on ne saura plus faire la différence à ce moment-là. C'est très fort. Ce que j'essayais de produire au début de manière très disgracieuse, c'est la bande originale de Kenji Kawai, qui est un cas à part entière. Vraiment, le thème principal, Making of a Cyborg. Kawai a fait chanter un chœur, une chanson de mariage en japonais ancien sur des harmonies bulgares. Le projet est fou. Kenji Kawai. Moi aussi, je veux faire des trucs au pif. Qui intervient à 2 reprises dans le film, par ailleurs, au tout début, et dans une séquence qui est pareil, et en termes de mise en scène qui est folle, qui est la visite de la ville, qui est les plans, où pendant 3 minutes, il se permet rien, c'était juste du décor. La ville et du décor. Cette musique, Arthur, c'est ce qu'elle t'a eu. Enfin, je veux dire, comment elle joue avec. C'est une chanson de mariage sur un film qui parle de mort, d'identité perdue. Alors, les corps qui sont plus vraiment des corps. Et puis c'est surtout que c'est une chorale, donc tu l'as dit, c'est la multitude de plein de voix, et donc de voix humaines qui viennent par-dessus d'une histoire de c'est quoi l'identité, c'est quoi un être humain. Parce que derrière cette question de la mémoire, le Ghost in the Shell, la conscience, il y a vraiment cette question de si le corps est remplaçable, parce que il peut être amélioré, c'est comme un logiciel, il peut être upgradé. Si la mémoire peut être modifiée, parce que vraiment c'est ce que va faire le Puppet Master, en modifiant les souvenirs de quelqu'un pour le permettre qu'il puisse interagir comme il le veut. Si la conscience peut sortir du réseau, au final, qu'est-ce qui fait l'identité d'un être ? C'est ça le questionnement. Et du coup, quand on a un film qui va questionner à ce point-là, c'est quoi être humain et au milieu des machines, et avoir une chanson qui est littéralement enivrante de voix humaines, et de voix humaines de toutes sortes, parce que le principe de la chorale, c'est que tu as des aigus, des graves qui se mélangent.
Moi, c'est vertigineux. Moi, je trouve que la musique, elle est vertigineuse. Je trouve que la mise en scène, elle est vertigineuse. Je trouve que ce propos-là, en plus, il se rajoute à plein d'autres strates. Je sais pas si on aura le temps de parler de tout, mais au milieu de ça se pose la question du major. Ce qui est trop intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, le corps, c'est comme un logiciel qui peut s'upgrader, qui peut s'améliorer. Le major, c'est encore autre chose parce que c'est un corps qui est créé par le gouvernement. Donc, en plus de la question de qu'est-ce qui fait d'un être, la question c'est est-ce qu'elle est elle-même propriétaire de sa propre enveloppe corporelle. C'est-à-dire qu'elle est physiquement augmentée, mais en termes de pure existence, diminuée. Ce paradigme-là, il est vraiment, littéralement vertigineux. Je tourne autour du même adjectif, mais parce que je trouve pas mieux. Moi, c'est un film qui me saisit toujours d'effroi sur ce qu'il peut questionner d'un point de vue philosophique, et je trouve qu'à ce niveau-là, la musique, il joue pour beaucoup. Parce qu'elle n'intervient pas beaucoup. Encore une fois, je crois qu'elle n'intervient que 2 fois, cette chanson-là. Hein. Oui, mais du coup, on s'en souvient. C'est ultra mémorable. C'est ultra mémorable. Et surtout, au moment où elles arrivent, parce que la première fois, c'est effectivement la naissance de la Major, donc littéralement la naissance d'un pur robot pas humain auquel on ajoute une 50aine de voix humaines, et à cette errance dans la ville, qui est une ville dépeuplée. Qui est Hong Kong. Qui est Hong Kong. Hein. Ça, pour le coup, Oshii, il va dans les endroits, il prend en photo, et il a toujours fait comme ça dans ses films. Là, vraiment, il a pris Hong Kong. C'est Hong Kong. Mais d'ailleurs, on se demande si c'est pas. Il y a tous ces plans photoréalistes, on a l'impression que c'est littéralement des photogrammes sur lesquels on a redessiné, des calques. On a l'impression que ça n'a pas été. C'est peut-être un peu moins sensible pour des gens qui découvriraient le film aujourd'hui, mais il faut savoir que voilà, au moment où il arrive, il est. Alors, c'est en partie un argument commercial, mais en partie seulement. Il est présenté comme une hybridation inédite d'images numériques, d'images photoréalistes, voire de photogrammes purs, et d'animation. Alors, c'est pas vrai, le film n'est pas que ça, loin s'en faut. Néanmoins, au moment où on le découvre et dans les années qui suivent, c'est un film qui a un rendu absolument singulier. Il ne ressemble pas ni au reste de l'animation japonaise, ni au reste de l'animation tout court. Peut-être l'éléphant dans la pièce, du coup, puisque Alexis commençait à en parler. L'éléphant ou le lapin, peut-être. Le lapin blanc dans la pièce. Les Wachowski sont littéralement allés voir Joel Silver, leur producteur, avec une copie de Ghost in the Shell en disant on veut faire ça en vrai. Ouais, alors voilà. Je savais pas l'anecdote. Littéralement. Connaissant Joel Silver et sa psychologie, je l'aurais pas fait moi. La pluie numérique verte de Matrix, c'est une référence au générique de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Les câbles dans la nuque, Ghost in the Shell. Les balles dans l'eau, Ghost in the Shell, etc., etc. Autant dire qu'en fait, on peut parler de Matrix bien sûr, mais sans Ghost in the Shell, qui a été un échec critique à sa sortie, un échec public à sa sortie. Bien sûr. Ne l'oublions pas. Néanmoins, la SF des années 90-2000 ressemble à quelque chose de très différent. Oui, en fait, c'est toujours le truc qu'il faut garder en mémoire quand on s'intéresse un peu à l'histoire des formes et qu'on essaie de tracer des ponts entre les différents films. C'est que un film, c'est déjà assez rare qu'un film ait sur l'industrie mondiale un impact aussi fort que celui de Ghost in the Shell. Ce qui est encore plus rare, c'est que cet impact soit immédiat. Il y a très 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 peu de films qui peuvent se vanter d'avoir, au moment de leur sortie, transformé la façon dont on allait faire des films. Si je prends un exemple à Hollywood, il y en a un au début des années 90, c'est Terminator 2. Terminator 2 sort, on voit le T-1000 en image de synthèse et tout Hollywood se dit « Ok, maintenant on fait plus que ça ». Et 2 ans plus tard, il y a Jurassic Park qui va confirmer cette stratégie. Mais il y a très peu de films qui ont ce pouvoir de marquer immédiatement l'histoire de l'art. Et du coup, Ghost in the Shell, qui effectivement n'est pas bien reçu par le public, ça ne pouvait pas être autrement. Le film est beaucoup trop exigeant pour être un énorme carton planétaire. Mais du coup, ce film va avoir une influence sur un temps un petit peu plus long, puisqu'il y a 4 ans qu'il sépare de la sortie de Matrix. Pour l'ironie, Matrix, lui, va transformer Hollywood instantanément, quoi. Donc c'est effectivement la parenté est intéressante. C'est bien qu'on en parle, ça va nous permettre aussi de désamorcer un truc qui court, alors ces derniers temps quand même beaucoup moins, mais qui à une époque courait beaucoup, quand justement au début de l'internet domestique, au début du piratage de films dans les années 2000, il y a des gens qui se sont reprocurés en fait des copies de Ghost in the Shell en téléchargeant des VHS RIP sur internet. Et à l'époque, sur des forums, il y avait des gens qui disaient putain, c'est fou, je viens de voir ce film japonais de 1995, en fait Matrix c'est de la merde, ils ont tout plagié chez Ghost in the Shell. Non, c'est pas un plagiat, ce sont des inspirations. Il y a évidemment des inspirations qui sont très parlantes, mais Matrix, c'est encore autre chose en fait. C'est une autre histoire. Quelque part, c'est une prolongation thématique de Ghost in the Shell, puisque Ghost in the Shell, il n'est pas question d'un univers virtuel, il n'est pas question d'un monde factice à l'intérieur du monde réel.
le monde qu'on nous présente est présenté comme le vrai monde, le futur qui nous attend tous et toutes. Et c'est à l'intérieur de ce futur-là qu'il y a des questions métaphysiques qui sont posées sur notre identité, notre humanité, etc. Là où Matrix va pousser le curseur beaucoup plus loin et dire non mais en fait c'est pas l'humanité, nos émotions, notre sensibilité, notre âme qui doit être questionnée, c'est le monde dans son intégralité qui est factice en fait. C'est ce monde-là qui est fondamentalement trouble. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que on parle d'influence de Ghost in the Shell vers Matrix, sachant que Ghost in the Shell était déjà, comme on l'a dit, influencé par Blade Runner. Ce qui est touchant, c'est que avec ce film-là, depuis tout à l'heure, on présente Mamoru Oshii par la force des choses comme un mec assez intellectuel, hein. Quelqu'un qui se creuse un peu les méninges quand il fait des films. Ça reste un geek. Mamoru Oshii. Et il a des réflexes de geek. Et moi, c'est ça qui m'a toujours touché dans Ghost in the Shell, c'est que tu sens par moment qu'il y a le petit plaisir simple de, voilà, il y a un cyborg, il va tirer sur un truc et ça va exploser. Tu vois, il y a des plaisirs un peu comme ça. Et il y a une citation que j'ai captée là au revisionnage, alors qu'elle est mais totalement assumée et vraiment directe d'un film de la fin des années 80. Il y a au tout début du film, donc le personnage du Major est mandaté en mission pour abattre un diplomate. Ouais. D'ailleurs, c'est pareil, autre point de trouble du récit. Pourquoi de buter le diplomate? Pour quelle raison? Ce sera jamais expliqué. Ce qui te pose d'entrée de jeu quand même dans un cadre où il manque toujours des informations. On est surchargé d'infos, mais en fait, il en manque toujours. C'est qu'on a ce plan où elle saute de l'immeuble et on la voit qui tombe au ralenti et qui devient petit à petit invisible. C'est la recréation, mais stricte, hein, la recréation en animation du plan de la chute d'Alan Rickman à la fin de Die Hard. C'est exactement le même plan. Et je suis sûr que Mamoru Oshii, il a vu ce plan-là et il s'est dit on va le refaire, c'est méga classe. Et c'est ça qui est touchant aussi, c'est que évidemment que c'est un film qui, comme tu le disais Arthur, le mot est bien choisi, c'est un film vertigineux, c'est un film qui remet en question ton rapport à l'émotion, à l'humanité, etc. Mais ça reste aussi un gros film de geek avec des grosses scènes d'action et des mechas qui tirent sur des trucs. Et c'est important de rappeler ça aussi, c'est que tout le fond thématique du film est véhiculé par un goût prononcé et assumé pour le cinéma de divertissement. Et ça, c'est très important. Et avant de te donner la parole, Simon, pour aller dans ton sens, Alexis, la séquence du Spider-Tank, qui est le combat final, pour dire, c'est vraiment, c'est complètement cinglé, c'est typiquement japonais. L'animateur principal, qui s'appelle Mitsuo Iso, qui va vraiment être devenu, après ça, une légende de l'animation, a enfermé une araignée dans un bocal pour étudier ses réactions et pour mieux comprendre comment animer le Spider-Tank. Ouais. C'est-à-dire que non, mais ça va aussi avec ce que disait Simon tout à l'heure de l'interaction entre à la fois des premières vraies séquences d'animation et de travelling numérique qu'on reconnaît d'ailleurs. Hein. Quand on le revoit dans le film, on voit très très bien à quel moment sont placés ces moments d'animation. Et après, numérique. on s'étonne que les Japonais n'ont plus de relations sexuelles. Mais les gars, il y a un moment, il faut prendre le temps pour aussi. Si vous passez 2000 ans à étudier une araignée pour faire un film d'animation, vous n'allez pas pour faire un tank. Pour faire un tank dans une scène. Simon. Oui. Quelle scène? Quand on parle grande scène. Quand on parle des influences du film, je pense qu'il faut aussi penser en termes de jeux vidéo, et c'est finalement assez logique finalement que ce soit aussi sur ce médium-là que ça s'exprime. Le manteau d'invisibilité, Metal Gear Solid, et spécifiquement Metal Gear Solid 2, il y a des armes dans le film que vous retrouverez dans plein de jeux vidéo. Si ma mémoire est bonne, c'est dans BioShock 2 qu'il y a même eu un mode qui est devenu officiel, je crois, le mode Neo Tokyo. Et puis il y a plein de citations non pas dans BioShock, lapsus absolu de ma part, dans Half-Life 2, je sais pas pourquoi, j'étais en mode BioShock, pas du tout. Dans Half-Life 2. Bref, il y a une myriade d'influences dans le JV. C'est assez logique finalement, thématiquement, technologiquement, philosophiquement, que c'est aussi assez intéressant. Et puis oui, disons-le, il y a une bonne partie des jeux vidéo de Kojima qui, toujours à un moment ou à un autre, doivent beaucoup à Ghost in the Shell. Et juste pour terminer la parenthèse sur Matrix, je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai lu, il semblerait Matrix, tu l'as pas vu? Pas vu, pas pris. Si, je l'ai vu. J'avais 15 ans. Non, j'ai pas vu le film qu'a fait Oshii juste après, qui s'appelle Avalon. Mais qui est incroyable. Il semblerait que c'est une réponse à ce qu'a fait les Wachowski. Et la musique d'Avalon aussi était absolument délirante. Et surtout qu'Avalon, ça a été un espèce de culte instantané qui est plutôt tombé dans l'oubli au fur et à mesure des années. C'est marrant parce que je voulais en parler à un moment donné. Puis il semblerait que ce soit une réponse qu'il a fait. Je l'avais vu à l'étrange festival et c'est incroyable, Avalon. Ah ouais, ce serait marrant de se le faire. Parce que c'est une sorte de ça peut marcher en diptyque avec Ghost in the Shell. Absolument. Ça peut vraiment fonctionner. Ouais, c'est différent, mais et là pour nous c'est totalement Tarkovskien. Là c'est Tarkovzuz à fond. Est-ce que je peux me permettre une parenthèse sur la fameuse CGI dans l'animation dont on parlait tout à l'heure? Oui, il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Rapidement. En gros, pendant la préparation du film, ils vont effectivement, comme le disait Alexis, l'émergence des effets spéciaux numériques va arriver. Ils vont passer un an
pour intégrer au milieu de ces photogrammes vraiment de l'animation faite en CGI, par ordinateur, ça représente dans le film 10% du film. Ce qui est beaucoup et en même temps pas énorme parce qu'en fait c'est sur des séquences très précises. Il me semble qu'il y a beaucoup de travail qui est fait sur la pluie notamment à travers la CGI, mais il se trouve que c'est le premier qui l'utilise à ce point-là, qui l'utilise autant. Et je me permets une petite dérivation philosophique. C'est quand même donc le premier film vraiment hybride entre animation et CGI, alors que c'est un film qui parle d'hybridation entre humains et machines. Je trouve que la symbolique, à quel point le film est cohérent avec son processus de fabrication est assez ouf. Et c'est un film qui va devenir un modèle par la suite. Alors bon, après ça va avoir des niveaux qu'on imagine, sachant que 95, c'est aussi l'année de la sortie de Toy Story, qui est donc le premier film entièrement animé par ordinateur. C'est encore autre chose, mais pour vous dire, c'est un moment crucial et vraiment un vrai virage important dans l'histoire de l'animation. Deux petites questions pour finir. Une à laquelle vous pouvez répondre oui ou non. Est-ce que vous voulez dire un mot de l'adaptation live action de Rupert Sanders ? Alors, je vais dire oui, alors que je l'ai pas vu. Mais parce qu'il y a un truc qui moi m'intéresse pas mal dans ce projet. Vu les retours globaux sur le film, je pense que le film est pas terrible. Il est pas honteux en vérité. Mais il y a un truc qui moi m'intéresse beaucoup avec ce projet et qui évidemment n'a pas été commenté parce que c'était une grosse bourrinerie hollywoodienne, donc tout le monde l'a traité par-dessus la jambe. Mais c'est que le Ghost in the Shell original, je sais pas si c'est l'intention de Mamoru Oshii, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est involontaire, mais par la force des choses. Pose la question plutôt de l'objectification du corps féminin. Parce que, on va pas se mentir, et je le dis vulgairement parce que c'est un peu comme ça que c'est montré dans le film, le personnage du Major, elle est bonne. Voilà. Elle est clairement caractérisée comme ça. Mais elle fait pas le ménage. Oh, pas mal. Non, et puis pour être invisible, elle a besoin d'être nue, donc on la voit dénudée assez régulièrement. On la voit dénudée. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça marche. Et tu sens que c'est un mec qui a fait le film et un mec qui a dessiné le manga avant, puisque même si elle n'a techniquement pas besoin d'avoir les attributs d'une femme organique, puisqu'elle n'est précisément pas ça, ils lui ont quand même fait des tétons. Néanmoins, le regard que tu poses sur ce corps-là, il est très intéressant parce que moi, je trouve. Tu poses un regard de désir ou un minima d'objectification dessus, sauf que précisément, c'est pas une femme-objet comme on l'entend dans les premiers James Bond par exemple. C'est un objet, c'est pas une femme. C'est pas un être vivant. C'est pas ce personnage-là n'aura jamais de désir, ne sera jamais un être sexué, et la société autour ne la considère pas comme un être sexué, puisque tout le monde sait très bien qu'elle ne l'est pas. Et du coup, toi, en tant que spectateur, qui vit pas dans le même monde que les personnages, t'es obligé de te poser un peu la question. Il y a un moment de, finalement, c'est quoi ce regard que je pose ? Pourquoi je pose ce regard-là sur ce corps, alors que ce corps ne devrait pas susciter de désir, il n'est pas prévu pour ça. Mais alors, je pense que c'est volontaire, parce qu'il faut se rappeler le climax du film, où tout d'un coup, ce corps devient un corps quasiment masculin, puis un corps qui se déchire, qui révèle sa notion machinique. Enfin, il le travaille. Pour moi, c'est conscient aussi. Et justement, pour reboucler sur le Ghost in the Shell de Rupert Sanders, le gars est allé chercher Scarlett Johansson. C'est-à-dire qu'il est allé prendre une femme qui est un sex symbole, qui est fantasmée et désirée par la terre entière, surtout par le public masculin, et c'est à ce public-là que Ghost in the Shell version US s'adressait en particulier, et il s'en sert pour donner vie à un personnage qui est par essence un personnage avec un corps trouble, qui a l'air humain mais qui ne l'est pas vraiment, qu'on désire mais qu'on ne devrait pas désirer. Donc pour moi le film, par ce choix de casting, creusait un peu cette piste-là, comme déjà le faisait Jonathan Glazer avec Under the Skin, pour la version un peu autorisant d'ailleurs de cette question. Allez, une dernière question pour conclure, pour Simon pour commencer, mais bien sûr à la cantonade. Donc je vous ai dit, le film ressort en version 4K restaurée. Est-ce qu'un film qui a 30 ans, donc, puisque 95 de 2026, le film a 31 ans même, sur une femme cyborg qui se demande si elle a une âme, parle encore aujourd'hui en 2026 ? Si oui, comment ? Différemment ? Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on a envie de dire à quelqu'un qui n'a pas encore vu le film pour aller le voir en salle ? Si toi, jeune Philistin, jeune Doubidou, jeune Philistin, jeune Philistine qui nous écoute, si tu penses que toutes les questions qu'il y a à se poser sur le réel, le virtuel, le simulacre, l'artificialité résident dans tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'IA, si tu te demandes pourquoi certains de tes proches, ou peut-être toi-même, aiment à discuter avec un agent conversationnel, et si tu as l'impression qu'on est au bout du bout de l'innovation, il y a un film qui traite... Il y a un film qui traitait déjà de tout ça remarquablement bien et avec un certain génie. Et c'est le film dont on vient de parler. Arthur. Moi, je pense que c'est un monument de l'animation et que si on est cinéphile, c'est le genre de film qui
qui peut faire bouger ta manière de voir le cinéma, on peut passer totalement à côté par ailleurs, mais moi c'est un film qui a été trop important dans ma cinéphilie et je pense qu'il peut l'être pour plein de jeunes encore aujourd'hui. Alexis? Je suis d'accord avec mes deux camarades, j'ajouterais juste pour recentrer sur la question de l'animation, moi aussi, que si, et ça a longtemps été mon cas, vous n'avez vu du cinéma d'animation que les productions les plus consensuelles, généralement venues des États-Unis, Ghost in the Shell, c'est une sacrée claque dans la gueule, en fait. Ça remet en perspective énormément de choses et on se rend compte, effectivement, comme tu le disais, Arthur, à ce moment-là, de tout ce que l'animation permet et surtout de pourquoi il y a certaines histoires qui doivent être racontées par le prisme de l'animation. Oui, mais puis surtout, moi qui ne l'ai vu que en DVD ou en Blu-ray, je pense que je ferai un crochet pour aller le voir sur grand écran et surtout dans une belle copie 4K restaurée. Je pense que vraiment pour en prendre plein les yeux, plein les oreilles, et ça n'est pas une soirée avec Simon Rio. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour les sorties de la semaine. Il sera question du rêve mouillé d'Alexis et des Sims version 0.1. Allez, bye les amis, avec gloire au passé. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.